Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 11 juin 2026 et notre cher ami, notre frère Alex Kainer est avec nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Merci, Nima. Ravi d'être de retour. Bonjour à tout le monde. Alex, on est de nouveau en guerre. Les États-Unis ont attaqué l'Iran la nuit dernière et on a eu la riposte iranienne. Ils ont frappé des villes dans le sud du pays, près du golfe Persique. 2 îles, l'île de Keshm et l'île de Sirik. Et ils ont utilisé des missiles Tomahawk. Ce qui m'a vraiment marqué, à mon avis, c'est justement l'utilisation de ces missiles Tomahawk. D'après ce qu'ont déclaré le CENTCOM et Donald Trump, ils en auraient utilisé environ 46. Quelle est selon toi l'importance de ce choix? Ils n'ont pas besoin de s'approcher de la frontière iranienne. Même loin de cette frontière, ils peuvent utiliser des missiles Tomahawk pour frapper leurs cibles. La plupart de ces cibles se trouvaient près du golfe Persique, dans les villes et sur les îles. Nous avons reçu quelques rapports venant de Karaj, qui est proche de la capitale iranienne. Il y aurait eu au moins 2 bombardements là-bas. Et c'est tout. Toutes les cibles étaient situées dans le sud, plus 2 frappes dans la ville de Karaj, d'après ce qu'on a pu observer la nuit dernière. Ensuite, il y a eu la riposte iranienne sur le Koweït, la Jordanie et Bahreïn. Des images diffusées hier soir montrent qu'ils ont touché une cible sur la base aérienne Muwafaq Salti en Jordanie. Et à l'instant, on vient d'apprendre qu'il n'y a toujours aucune confirmation officielle. Les dernières nouvelles disent qu'ils ont touché des avions de chasse sur cette base aérienne. Voilà la situation actuelle de la guerre. Et Donald Trump, avant de commencer à attaquer l'Iran, a déclaré « Nous voulons leur mettre la pression pour qu'ils acceptent l'accord ». Quel accord? On ne le sait pas. La délégation qatari est allée en Iran hier. On pensait qu'elle avait quitté le pays avant l'attaque. Mais non. Aujourd'hui, on a confirmé qu'elle était encore en Iran au moment où les États-Unis attaquaient. Et c'est seulement aujourd'hui qu'elle est partie. Ça, c'est une partie de l'histoire. L'autre point important, c'est que tout cela arrive après une sorte d'allégation, une histoire venue des États-Unis, selon laquelle un hélicoptère Apache dans le détroit d'Ormuz aurait été abattu par un drone iranien près d'Ormuz. L'hélicoptère, les pilotes, 2 pilotes, sont vivants, pas de blessés, rien du tout. Toute cette histoire est tellement fragile, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un, qui que ce soit, qui croirait ce qu'il raconte. Et voilà où on en est maintenant. Donald Trump cherche, il veut forcer les Iraniens à se mettre dans une nouvelle position pour accepter ces conditions. L'Iran, avant d'en arriver là, avait un conseiller militaire auprès du guide suprême. Il a dit « Nous allons forcer les États-Unis à accepter nos conditions. Ils ne peuvent pas nous l'imposer. » Voilà la position des Iraniens et celle de Donald Trump. Allez-y, quelle est votre opinion là-dessus? Eh bien, je ne vois pas comment les Iraniens pourraient faire accepter leurs conditions aux États-Unis, alors que les États-Unis ont la plus grande armée de toute l'histoire de la galaxie. Ils peuvent tout faire. Et la dernière version que j'ai entendue à propos de l'hélicoptère Apache venant de 3 sources proches du Pentagone, c'est que Captain America en personne serait intervenu pour sauver les pilotes. Franchement, c'est tellement invraisemblable, ces histoires qu'ils inventent. L'histoire de l'Apache, j'en ai entendu tellement de versions différentes à ce stade. À chaque fois, c'est encore plus extravagant. On ne peut plus rien croire. Mais on entend toujours la même phrase, la plus grande armée de toute l'histoire de la création. Oui, peut-être. Mais enfin, elle est quand même éparpillée un peu partout dans le monde, sur environ 800 bases militaires. À mon avis, Donald Trump et son équipe ont choisi de redoubler de bêtises. Parce que je ne vois pas pourquoi ils pensent pouvoir forcer le gouvernement iranien à se plier à leurs conditions.
L'Iran est là, chez lui. Il mène une guerre existentielle. Les États-Unis, eux, sont à plus de 10 000 kilomètres de chez eux, en train de mener une guerre de choix. Les États-Unis ont des forces navales et des bases militaires. Et tout ça est bien visible, à la surface. Ils ne peuvent pas bouger. Enfin, les navires peuvent se déplacer, mais les bases militaires, elles, ne bougent pas. Les Iraniens, eux, se préparent à ça depuis plus de 20 ans. La plupart de leurs atouts clés, les plus sensibles, sont enfouis profondément sous terre. Donc ils sont extrêmement difficiles à détruire. Peut-être même impossibles à détruire. Et donc, à chaque échange de tirs, les Iraniens infligent des dégâts que les États-Unis ne peuvent pas facilement réparer. Les États-Unis, eux, quand ils frappent quelque chose d'important, causent des dommages que les Iraniens peuvent en général corriger ou réparer assez vite, non? Donc, à chaque échange de coups de feu, de missiles, de bombes, peu importe, un camp s'affaiblit progressivement, tandis que l'autre, au pire, reste plus ou moins au même niveau. C'est très difficile de comprendre la logique derrière ce genre de décision. Mais j'ai lu des rapports de services de renseignement russes qui affirment que tout ça, les discussions, le cessez-le-feu, n'est qu'un écran de fumée, une préparation à une offensive terrestre. D'accord, ça se tient. Mais une offensive terrestre, quand? En juillet? Quel sens ça a? C'est littéralement la période la plus chaude de l'année. C'est infernal. Encore une fois, ça favorise le défenseur plutôt que l'attaquant. Alors, où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça? On dirait qu'ils foncent droit dans la gueule de la défaite. Franchement, je ne comprends pas. Et puis, les déclarations de Trump, mieux vaut ne pas les écouter parce que ça devient à la fois de plus en plus délirant et de plus en plus vulgaire. J'ai l'impression qu'ils ne savent plus quoi faire et que la seule chose qu'ils savent faire, c'est larguer des bombes. Alors ils se demandent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, tant pis, balançons encore plus de bombes. On verra bien, peut-être qu'il se passera quelque chose. En tout cas, je pense que leur position devient de plus en plus faible. Je pense que la position d'Israël devient de plus en plus faible. Ils ne disent pas, ils ne l'annoncent pas, mais on le voit clairement dans la façon dont ils mènent leur guerre. Ils ont perdu confiance, et de manière assez profonde. On sent une vraie forme de désespoir. Et je me demande une chose, parce que c'est à mes yeux une occasion historique pour l'Iran de transformer complètement l'architecture de sécurité dans sa région. Et ça veut dire, selon moi, qu'ils doivent maintenir la dynamique, surtout maintenant qu'ils affaiblissent leurs adversaires. Et pendant toutes ces années de préparation, ils ont aussi mis en place cet axe de résistance qui comprend sans doute plus de ressources qu'on ne l'imagine. Which includes probably more assets than we know of. You mentioned Kataib Hezbollah in Iraq. Vous avez mentionné Kataib Hezbollah en Irak. On ne sait pas vraiment quelle est sa puissance, mais c'est aussi une partie d'un réseau plus large de forces de sécurité en Irak, alliées à l'Iran. On ne sait pas exactement ce qu'il est advenu de certaines unités de l'armée arabe syrienne qui ont quitté la Syrie après la chute du gouvernement de Bachar al-Assad. Mais elles sont bien allées quelque part. On sait qu'une partie d'entre elles est passée en Irak, mais qui sait, peut-être qu'elles ont fini aussi en Iran. Alors je me demande s'il n'y aura pas un élément terrestre dans cette guerre, qu'on commence tout simplement à traverser l'Irak, puis la Syrie, pour arriver aux frontières d'Israël, et ensuite lancer des incursions en territoire israélien. Je pense que les récents rapports sur le Hezbollah qui aurait infiltré Israël sont très intéressants. Au début, on parlait d'un seul homme, parti de son propre chef. Mais apparemment, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Il y aurait eu d'autres incursions, et aujourd'hui, les Israéliens ne sont plus tout à fait sûrs de ne pas avoir d'ennemis à l'intérieur même de leurs frontières.
Je crois donc qu'Israël est dans un état d'anxiété et de panique très élevé et que les États-Unis ne peuvent pas vraiment faire grand-chose pour les aider. À mon avis, l'été qui arrive va être extrêmement intéressant et je pense que les événements vont plutôt jouer en faveur de la position iranienne face aux États-Unis et à Israël. Je pense que ce que vous avez dit à propos de l'invasion terrestre, eh bien l'évaluation du côté du renseignement iranien est la même. Depuis le début de la guerre, les États-Unis attaquent l'Iran et on a vu l'Iran frapper Erbil, au Kurdistan irakien. Ce n'est pas une réponse directe aux États-Unis, mais ils attaquent le Kurdistan irakien parce qu'ils pensaient qu'il pouvait y avoir un mouvement de ce côté-là, qu'on voulait peut-être entrer ou même attaquer les Iraniens. C'est pour ça qu'ils contrôlaient le Kurdistan irakien, à Erbil. Je dirais qu'Erbil est en train de devenir peut-être une nouvelle Gaza, parce qu'ils voient ce qui se passe. Les gens arrivent, ils essayent d'entrer, mais il y a des zones où ils utilisent ces groupes terroristes. Et l'Iran, lui, rase tout. Ils ont littéralement rasé ces zones. Et l'autre point concernant l'attaque américaine, ils ont essayé de frapper l'usine pétrochimique d'Assalouye, près de Boucher. 2 missiles Tomahawk ont été interceptés à ce moment-là. C'est quelque chose de nouveau pour le système de défense aérienne iranien. On n'avait encore jamais vu ça. Ensuite, le CENTCOM a déclaré « Nous n'avons pas attaqué l'usine pétrochimique ». Mais sur le terrain, des gens confirment que c'est bien arrivé. Parce qu'au tout début, les premiers rapports disaient que les États-Unis avaient frappé l'usine pétrochimique d'Assalouye. C'est ce qu'ils disaient. Puis, ils ont changé de version. Non, la fumée qu'on voit vient simplement des installations elles-mêmes. En réalité, les missiles Tomahawk ont été touchés et il ne s'est rien passé. Aucun dégât sur l'usine pétrochimique. Voilà toute l'histoire. Quant à l'invasion, franchement, je trouve ça complètement stupide, Alex. When it comes to the invasion, I think it's so stupid, Alex. I don't see any viable choice for the United States. Je ne vois vraiment aucun choix viable pour les États-Unis s'ils décident d'aller vers une invasion. Imaginons qu'ils fassent quelque chose dans le golfe Persique, par exemple autour de l'île de Kark, comme on en a parlé, ou peut-être du côté de l'île de Keshm. Ou alors, en même temps, ils lancent une opération dans le golfe Persique, tout en demandant à des groupes kurdes d'entrer par l'autre côté, ou peut-être à des Baloutches. Mais le renseignement iranien est extrêmement vigilant. Ils surveillent tout ce qui se passe dans le pays. Ils connaissent les mouvements avant même qu'une attaque ne se produise. Ils anticipent tout sur leurs frontières. Ce sont toutes des actions préventives. Et si les États-Unis entraient dans le golfe Persique, ce serait une confrontation majeure entre les États-Unis et l'Iran. Franchement, je ne vois aucun scénario favorable pour les États-Unis s'ils décident d'aller dans cette direction. Oui, je suis d'accord avec toi, Nima. Et je pense... Ah, au fait, une question. Il y a quelques heures, on a eu des informations disant que les Iraniens avaient frappé un navire américain avec un missile hypersonique anti-navire. C'est confirmé? Non, c'était les médias israéliens. Oui, les médias israéliens. Deux fois. Ils ont dit que l'Iran avait frappé un navire de guerre américain. Ensuite, ils ont parlé d'un missile hypersonique. Plus tard, ils ont affirmé que l'Iran avait touché 2 navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Puis, certaines personnes ont confondu le premier navire touché avec le second rapport venant du détroit d'Ormuz. Ils ont dit que ces 2 navires pouvaient être ceux mentionnés dans ce rapport, mais il n'y a aucune confirmation. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. C'est possible, oui, c'est possible, parce que le CENTCOM a déclaré qu'aucun navire de guerre américain n'avait été touché par des missiles ou des drones iraniens. Mais le CENTCOM a démenti cela. Et encore une fois, le CENTCOM nie aussi la fermeture du détroit d'Ormuz. Pourtant, le détroit d'Ormuz est totalement fermé, comme on le pensait.
No Yeah. ships, not Chinese. Ils ont dit qu'aucun navire ne passait, ni chinois, ni russe, ni pakistanais, rien du tout. En ce moment, rien ne traverse. Et les États-Unis, le CENTCOM, ont affirmé que non, le détroit est ouvert. Et même aujourd'hui, on a eu un article dans le Financial Times qui dit qu'il existe un couloir étroit près de la frontière omanaise qu'ils utiliseraient, ce que les Iraniens ont totalement nié ces 2 ou 3 derniers jours. Ils ont dit que ça n'existait pas. Ils essayent de construire ce genre d'argument pour créer une sorte de solution, ou plutôt une illusion pour les pétroliers. C'est pour ça que la nuit dernière, on a vu certains de ces navires frappés par les Iraniens parce qu'ils pensaient pouvoir traverser le détroit d'Ormuz. Voilà comment les États-Unis manipulent la région en croyant pouvoir convaincre ces pétroliers d'y aller. Not only the region, but also the oil markets. Ce n'est pas seulement la région qui est concernée, mais aussi les marchés pétroliers. Parce que, vous savez, si on apprend qu'ils font sortir discrètement, disons, 200 millions de barils de pétrole du Golfe et que les Iraniens ne peuvent rien y faire, alors les gens vont se dire « Ah bon, on revient presque à la normale. Avant, c'était l'équivalent de 30 à 40 pétroliers par jour. Donc maintenant, quoi? Trump insinue qu'ils en font 10, 20. Ce serait presque un retour à la normale, mais c'est presque certainement faux. Ce qui est très regrettable, c'est qu'on ne peut plus croire un seul mot qui sort de l'administration américaine. Ils ne cessent de raconter des histoires, et très vite, on découvre qu'elles ne sont pas vraies. Du coup, même la version la plus crédible de leur récit devient suspecte. On ne peut plus rien croire du tout. Vous savez ce qui a été frappant hier soir? C'est que l'Iran n'a pas attaqué les Émirats arabes unis. L'Iran n'a pas attaqué l'Arabie saoudite, ni les Émirats, mais ils ont visé la Jordanie, le Koweït et Bahreïn. Je ne sais pas vraiment quelle est la raison principale, en tout cas concernant les Émirats. Mais si, hier soir, Trump a dit « Israël ne fait pas partie de cette opération », ils ne nous aident pas. Ils ne font rien. Les Israéliens l'ont confirmé dans plusieurs déclarations. Nous ne faisons pas partie de cette guerre. Nous n'y faisons rien. Et on peut avancer un argument. C'est à cause de l'aéroport Ben Gurion, qui est plein d'avions américains. Si vous voulez rouler sur la piste, il risque de frapper chacun de ces appareils. L'autre point, c'est qu'on se demande comment il se fait que le système de défense aérienne d'Israël ne fonctionne pas. Hier soir, au moment même où la guerre faisait rage, des roquettes libanaises ont frappé des cibles dans le sud du Liban et dans le nord d'Israël. Alors, en regardant la situation, Alex, est-ce que tu penses que c'est essentiellement une initiative américaine ou bien qu'Israël pousse les États-Unis à agir? Parce qu'Israël avait une sorte d'équation dans la région. Il voulait pouvoir attaquer tous les pays sans jamais être attaqué en retour. Cette époque est révolue. Et je ne vois pas les États-Unis capables de renverser la situation, ni de la ramener à ce qu'elle était avant le début de cette guerre. Je pense qu'il y a là un certain mystère, Nima, parce qu'il est vraiment difficile d'expliquer comment un petit pays de la Méditerranée peut contrôler à ce point l'armée de la plus grande superpuissance du monde, comment il peut avoir une telle influence. Et puis les gens vont dire « Ah oui, mais tu sais, les donateurs juifs ont beaucoup d'argent. » D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que les Chinois n'ont pas beaucoup d'argent? Que les Arabes n'ont pas beaucoup d'argent? Que les Russes n'ont pas beaucoup d'argent? Beaucoup d'acteurs dans ce monde ont beaucoup d'argent. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est quelque chose qui va au-delà. Et je pense qu'il existe une sorte de conspiration anglo-sioniste avec des racines très profondes qui a probablement infiltré et récupéré les structures de pouvoir des États-Unis depuis des décennies, sans doute même avant la création d'Israël.
On peut même remonter à la création de la Bible Scofield et à la promotion de ce nouveau christianisme, totalement étranger au christianisme traditionnel. Tout tourne autour de l'enlèvement, des temps bibliques, d'Armageddon, du retour du Christ et de tout ce discours-là. Et il semble qu'ils aient une telle influence qu'ils ont complètement détourné la démocratie américaine. Un exemple concret, l'adoption, la semaine dernière, de la loi d'autorisation de la défense nationale pour 2027, qui inclut la section 224. Cette section met pratiquement l'ensemble de l'armée américaine, avec ses technologies, ses données, ses infrastructures, bref, presque tout, entièrement à la disposition d'Israël. On disposal to Israel. It effectively fuses the United States military with Israel. Cela revient en fait à fusionner l'armée américaine avec l'armée israélienne. Les États-Unis n'ont jamais eu un tel type de relation avec aucun autre allié. Jamais. Alors comment est-ce possible? Et puis ce matin, je regardais un journaliste qui suivait ce qui se passe au Congrès américain. Le projet de loi sur la défense, le NDAA, n'a pas encore été adopté. Il a seulement été validé par la Commission des services armés de la Chambre des représentants. Ensuite, il y a tout un processus. Il doit passer au Sénat, et il faudra bien 6 mois avant qu'il soit voté. Mais il n'y a pratiquement aucune opposition. Ro Khanna a proposé un amendement pour retirer la section 224, et ça a été rejeté. Et ensuite, Thomas Massie a dit qu'il proposerait lui aussi un amendement pour la supprimer. Mais encore une fois, on sait très bien que toutes ces personnes sont complètement liées aux intérêts israéliens, au point qu'à ce stade, elles ne cherchent même plus à le cacher. Ce matin, je regardais une vidéo toute récente. Un journaliste se rend à la Chambre des représentants et il pose la question à tous ses députés et ses élus. Les États-Unis d'abord ou Israël d'abord? Il a dû poser la question à au moins une douzaine d'entre eux. En les croisant comme ça, un seul a répondu « les États-Unis d'abord ». Tous les autres n'ont même pas été capables de dire « bien sûr, les États-Unis d'abord ». Nous sommes des représentants élus démocratiquement. Nous représentons nos électeurs. C'est pour ça que nous sommes là. C'est évident, non? À quoi sert cette question stupide alors? Mais non, aucun d'entre eux n'est capable, enfin, à une exception près, de se tenir devant une caméra et de dire l'Amérique d'abord. C'est tout simplement ridicule, surréaliste. Je suis stupéfait, vraiment stupéfait. Alors évidemment, si ces gens ont assez d'influence pour faire passer ça au Congrès américain, pour en gros introduire un cheval de Troie israélien dans les structures militaires des États-Unis, eh bien, sont-ils aussi puissants que ça? Assez pour imposer la conscription, pour commencer à recruter des jeunes Américains dans l'armée afin d'aller combattre l'Iran pour Israël, des volontaires en parlent. Alex Karp en parle aussi. Alex Karp has been talking about this. Why is it so important to a private corporation to Pourquoi est-ce si important pour une entreprise privée de réintroduire la conscription et de s'assurer que tous les jeunes hommes et toutes les jeunes femmes des États-Unis fassent leur service militaire, pour ensuite être envoyés au Moyen-Orient, se battre et mourir pour Israël? On ne peut plus être sûr qu'ils soient incapables de le faire. Et on entend de plus en plus parler de cette idée. Il y a aussi un engagement envers Israël qui devient de plus en plus flagrant, de plus en plus assumé, au-dessus de tout le reste. On n'arrive pas à comprendre ça. Un petit pays là-bas, de l'autre côté du monde, totalement dépendant de l'aide financière et militaire américaine, et qui, sans ce soutien, disparaîtrait pratiquement. Comment expliquer ça? Et puis, on entend la même chose au Royaume-Uni. Les gens en Grande-Bretagne se plaignent que leur classe politique est complètement dominée par les Israéliens, n'est-ce pas? C'est pareil en Allemagne. Pareil dans beaucoup d'endroits en Occident. C'est quelque chose de très très difficile à expliquer. Et je pense que la seule explication, à mes yeux, qui soit cohérente avec l'évolution des dernières décennies,
c'est que cette conspiration remonte directement à la City de Londres, à l'endroit même où Israël a été fondé, n'est-ce pas? Et que tout cela renvoie à ses intérêts bien établis, qui détiennent un pouvoir financier décisif sur pratiquement tout le monde occidental, parce qu'ils contrôlent les banques centrales. Ils contrôlent la création du crédit. Ils choisissent les gagnants et les perdants. Ils décident qui deviendra un oligarque. Ils décident qui contrôlera les médias. They decide who's going to control the media. You know, Rupert Murdoch in the United States has. Tu sais, Rupert Murdoch, aux États-Unis, c'était à l'origine un journaliste assez obscur en Australie. Et maintenant, il est devenu une sorte de grand roi mondial de l'information. Alors, qui a rendu possible le fait que ce type-là devienne aussi dominant dans les médias, qu'il contrôle Fox News, le Wall Street Journal et Dieu sait quoi encore? Eh bien, ce sont les Rothschild. C'est eux. Ce sont, en quelque sorte, les saints patrons de l'État d'Israël. Et ils le sont depuis plus de 100 ans, bien avant la création d'Israël. La déclaration Balfour a d'ailleurs été adressée à Lord Walter Rothschild. Et tu vois, coïncidence ou pas, quand la guerre a commencé le 28 mars de cette année, c'est justement Nathan Rothschild qui s'en est presque vanté, en disant « Révolution iranienne 2026, le 28 février ». Iran Revolution 2026. February 28. Le 28 février. Qu'est-ce que j'ai dit? La guerre, c'est le 28 mars? Ah pardon, oui, février. Yeah, February. So he rarely tweets, but he. Donc, il tweet rarement, mais là, il a posté un message avec le hashtag Iran Révolution 2026. Et son commentaire, c'est « L'histoire est écrite par les vainqueurs ». Qu'est-ce que ça lui apporte à lui? History is written by the Ouais. winners. What's it to him? I think just Je pense que la façon dont il parle de la section 224, celle qui prévoit de fusionner les deux armées, l'armée américaine et l'armée israélienne, est assez révélatrice. Quand on repense à ce que Benjamin Netanyahu a dit dans l'émission 60 minutes, à savoir qu'ils veulent être indépendants des États-Unis, c'est complètement l'inverse. Et pour moi, ça montre à quel point cette guerre a frappé Israël sur le plan militaire. C'est pour ça qu'ils sont aussi pressés de le faire, de fusionner les deux armées le plus vite possible, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un immense mécontentement aux États-Unis vis-à-vis de la politique étrangère américaine, surtout parmi les gens ordinaires. Ils disent « plus de guerres ». On en a assez de ces guerres menées au nom d'Israël pour les défendre. Mais au Congrès, certains essaient de rendre tout ça officiel. Et là, plus personne ne peut contester. Tu veux t'y opposer? On te répond que c'est une partie de la politique du pays, que ça a été voté au Congrès et qu'on ne peut pas aller contre. C'est exactement la manœuvre qu'ils sont en train de faire. Ils veulent piéger l'armée américaine pour toujours. Yes. Yes, exactly. And, Oui. You know, the way Oui, it always works exactement. is that Exactement. they Et vous savez, private open the ça se passe toujours comme ça. Ils entr'ouvrent un peu la porte et puis ils la forcent complètement. because who's going Parce que franchement, qui va s'y opposer? to, so, you know, this Donc ce débat autour de la section 224 va continuer au Congrès pendant les 6 prochains mois. Et peut-être que, selon la réaction du public, ils ajouteront quelques restrictions vagues. D'accord, très bien. Mais au final, vous savez, si vous leur donnez 1 centimètre, ils prendront 3 kilomètres. Et ils vont essayer de s'emparer du contrôle total de l'armée américaine, d'une manière qu'il sera extrêmement, mais alors extrêmement difficile de renverser. extremely difficult to reverse. And then, you know, even if Israel collapses, Et puis, vous savez, même si Israël s'effondrait, disons, en théorie, eh bien, ils font toutes sortes de choses vraiment, vraiment étranges avec, vous voyez, des îles en Grèce, Chypre, l'île de Sazan, en Albanie, des villes privées un peu partout en Amérique du Sud. Oui, j'ai bien mentionné Chypre. Ces nouvelles cités-États privées sous charte en Amérique du Sud, des zones réservées exclusivement aux Juifs en Ukraine, ils font quelque chose de vraiment très étrange. Et
Vous savez, encore une fois, on a cette incroyable coïncidence. Quand Kushner et Ivanka Trump ont soi-disant découvert, par hasard, l'île de Sazan, en Albanie, qui se trouve justement être un avant-poste militaire stratégique pour le contrôle du détroit d'Otrante. Vous savez, la mer Adriatique s'enfonce le plus profondément dans le continent européen, non? Et c'est aussi un couloir commercial et de transport absolument crucial vers l'Europe. Ils ont découvert cette île un peu par hasard, pendant des vacances. Sur le bateau de qui? Eh bien, encore une fois, celui de Nathan Rothschild. Incroyable comme il est partout. Et c'est là que, selon moi, se trouve l'origine de toutes ces guerres, de tout ce processus. Parce qu'il y a aussi eu, vous savez, quand la guerre en Ukraine a commencé, cette lettre, soi-disant envoyée par le même jeune homme aux membres du Parlement britannique, leur disant encore une fois qu'il fallait tout faire pour s'assurer qu'on gagne cette guerre contre la Russie en Ukraine. À chaque fois, il y a des rivières de sang qui coulent. Et à chaque fois, on retrouve le même nom, très impliqué. Et puis, vous savez, quel nom figurait comme employeur de Jeffrey Epstein? Eh bien, encore une fois, c'est le même nom de famille. Donc, vous voyez, ils sont au sommet du pouvoir depuis plus de 200 ans maintenant. Ils ont verrouillé le système monétaire, le système de création du crédit. Ce sont eux qui fabriquent les oligarques, qui achètent les politiciens. Et je pense qu'au fond, c'est pas Trump le vrai sujet. Trump ne fait que jouer son rôle. Ce qui change avec lui, c'est qu'il le fait d'une manière plus effrontée, plus flagrante, plus vulgaire, plus stupide, et ainsi de suite. Mais au fond, c'est exactement la même politique, celle qui est en place depuis des décennies. Vous savez, l'Iran est sur leur liste de cibles depuis au moins 2001, mais on sait que ça remonte à avant. Après le lancement de la guerre mondiale contre le terrorisme, ils ont dit 7 pays en 5 ans. L'Iran était le dernier sur cette liste. Donc au moins depuis 2001, ils travaillent là-dessus. Ça veut dire l'administration l'administration de George W. Bush, puis celle d'Obama, de Biden et de Trump. Trump, c'est le plus facile à détester parmi eux. Mais ce n'est pas lui qui a inventé cette politique. Il ne fait que la poursuivre comme les autres. Ce qui veut dire que l'origine de cette conspiration se situe à un niveau au-dessus de Trump. Oui. Est-ce que c'est une sorte de groupe, un réseau de personnes liées entre elles, surtout des banquiers? Ou alors, tu vois, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est plutôt politique, plutôt économique, ou bien tout ça à la fois? Qu'est-ce qu'on sait vraiment sur ce réseau? Parce que tu as dit qu'il s'étend du Royaume-Uni aux États-Unis, que tout est lié, puis qu'il arrive jusqu'en Israël, avec les mêmes personnes. Alors je demande, qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'on sait de leur agenda? Est-ce qu'ils sont surtout connectés sur le plan politique, économique, ou sur tous ces aspects en même temps? Eh bien, c'est clairement une oligarchie occulte. Ils dirigent les affaires de l'humanité depuis extrêmement longtemps. Vous savez, par exemple, ils contrôlent la banque HSBC, qui a été créée à l'origine pour faciliter les guerres de l'opium contre la Chine, ce qui a détruit une grande civilisation. Ils ont aussi dirigé l'Inde, n'est-ce pas? Et ils ont infiltré les États-Unis il y a déjà 200 ans. Ils contrôlaient leurs banques, ils ont créé ces chambres de commerce, pris le contrôle de grandes villes américaines et des principaux centres d'échange. Ils dominent l'immobilier aux États-Unis, les médias, le complexe militaro-industriel, la production d'énergie, la sidérurgie, et ainsi de suite. Et puis, évidemment, au fil du temps, leurs responsables politiques ont réussi à mettre en place des barrières pour se protéger, pour ne pas être trop visibles,
pour que leur rôle ne le soit pas non plus. Alors on voit des gens comme Bill Gates, Anthony Fauci, Bill Ackman, Larry Ellison, George Soros et d'autres encore. Mais au-delà de ça, on ne voit pas grand-chose. Et bien sûr, on voit les politiciens. Mais maintenant, on sait que l'un de leurs exécutants, quelqu'un de ce qu'on pourrait appeler la classe managériale, c'était Jeffrey Epstein. D'où venait Jeffrey Epstein? On en sait beaucoup là-dessus. Comment il est arrivé, comment il a été présenté à Ghislaine Maxwell, et ainsi de suite. Et on sait aussi qui l'a employé. Ariane de Rothschild, de la société Edmond de Rothschild & Company, basée à Genève. Et puis d'une manière ou d'une autre, il est très proche de Bill Gates. Lui et Bill Gates s'écrivent soi-disant pour se demander comment on se débarrasse des pauvres. Ensuite, ils auraient planifié la pandémie de Covid, des années à l'avance, je crois vers 2015 ou même avant. Donc tout ça, vous voyez, c'est comme si tout était lié. Mais au final, ça semble toujours ramener au même nom. Et puis, beaucoup de gens qui creusent un peu ce sujet disent « Non, 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 si on les voit, c'est que ce n'est pas eux. Il doit y avoir un niveau plus profond, plus haut. » Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Et voilà pourquoi je le pense. C'est parce que celui qui contrôle les agences de renseignement se trouve tout en haut de la pyramide du pouvoir, au sommet de la chaîne de commandement. Parce qu'une fois que vous contrôlez les services de renseignement, c'est vous qui pouvez faire assassiner des gens, faire tuer leurs enfants, les enlever, leur briser les genoux, les soudoyer, les faire chanter et faire à peu près tout ce que vous voulez. Ce qui veut dire que même s'il existe quelqu'un censé être au-dessus de vous, plus haut placé, peut-être plus riche ou plus ancien dans le système, eh bien, vous pouvez désormais le brutaliser lui aussi et le forcer à se soumettre. Et pour moi, il est assez clair que c'est la famille Rothschild qui, au bout du compte, contrôle la couche du renseignement, les assassins et les agents secrets. Ce n'est même pas controversé de dire que, pendant tout le temps où ils ont été dominants dans le monde, ils avaient leur propre agence de renseignement privée. Et c'est là que Jeffrey Epstein travaillait. Il collaborait étroitement avec le Mossad, et il avait aussi des liens avec le MI6, la CIA et d'autres encore. Mais au cœur de tout ça, il y avait cette agence de renseignement privée. Bref, si je voulais tout exposer comme ça, c'est parce que le tableau reste flou. Évidemment, on ne peut, avec certaines révélations issues du dossier Epstein, que relier quelques points qui sont maintenant établis. Ce ne sont plus des théories du complot. Mais je pense que beaucoup de gens se concentrent trop sur Trump. Et comme Trump est tellement provocateur, bruyant et vulgaire, on a presque l'impression qu'il transforme tout en un immense chaos. It almost seems like he's creating a whole huge mess out of everything. But that's not the case. Mais ce n'est pas le cas. Et je ne dis pas ça pour le défendre, mais simplement pour être clair. Trump en porte la responsabilité. Oui, mais ce n'est pas lui qui a défini cette politique. Cette politique existait déjà avant même qu'il entre en politique. Et aujourd'hui, il a été amené à jouer son rôle d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on l'a menacé, ou peut-être qu'on lui a proposé un accord. Je commence à penser qu'on lui a effectivement proposé quelque chose, qu'il y aurait un nouveau gouvernement à Jérusalem, et peut-être une sorte de Pax Judaïca, en accord avec l'eschatologie juive. Et que dans ce cadre, Kushner et Ivanka Trump deviendraient une nouvelle noblesse, très haut placée pour l'avenir. Et peut-être que tout ça lui plaît, qu'il se dit « Bon, pourquoi pas, allons-y ». Mais ce n'est pas lui qui s'est assis en se demandant « D'accord, comment allons-nous gêner ?» Comment va-t-on gérer le Moyen-Orient? Eh bien, je pense qu'il faut renverser le régime iranien. Ce régime, on prévoit de le faire tomber pratiquement depuis 1979. Ils ont essayé par la guerre, par procuration, avec Saddam Hussein. Ils ont essayé avec les sanctions.
Ils ont encerclé l'Iran de bases militaires. Ils les ont traînés dans toutes ces négociations. Ils n'ont cessé de changer les règles du jeu, et à chaque concession de l'Iran, ils en demandent une autre. Et maintenant, je crois qu'ils se sont dit, on va le faire autrement. Une sorte de révolution de couleur, un peu comme sur la place Maïdan, avec quelques bombardements depuis l'extérieur pour finir le travail. Sauf que ça n'a pas marché. Bref, je m'étends un peu, mais l'idée c'est que Trump est une cible facile, mais ce n'est pas lui le moteur de tout ça. C'est au-dessus de lui. Bien au-dessus. Mais ils ont la main sur la Russie. Ce sont les conseillers de l'administration Trump qui contrôlent toute la situation avec Trump. Oui, oui. Et d'une façon ou d'une autre, ils ont réussi à se débarrasser de tous ceux qui ne sont pas d'accord. Tulsi est parti. Joe Kent aussi. Joe Kent a été pas officiellement, mais en pratique, remplacé par Sebastian Gorka. Vous savez, un archisioniste, un agent britannique. Un type qui est un archisioniste, mais aussi un atout de la City de Londres. On ne peut pas faire plus évident. Franchement, et je suis d'accord avec toi, Nima, ils doivent être vraiment paniqués, parce qu'ils n'ont même plus la peine Sky Noise. They must be really panicked because they're no longer even bothering to hide it. By the way, looking at the situation that Israel is in, D'ailleurs, quand on regarde la situation dans laquelle se trouve Israël, je ne sais pas. Les États-Unis ont tout fait avec cette guerre pour Israël. Qu'est-ce qu'ils veulent encore du Moyen-Orient? Et qu'est-ce qu'ils peuvent encore tirer de ce genre de guerre? La raison pour laquelle les États-Unis s'en prennent à l'Iran, coup pour coup, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont plus capables de poursuivre la guerre comme pendant les 40 jours de combat. Il manque, vous savez, de missiles de croisière, il manque d'intercepteurs. Et Donald Trump, d'une certaine manière, supplie. Je ne sais pas si vous avez vu hier, il suppliait en disant « il faut produire plus d'armes, plus de missiles, plus d'intercepteurs ». Comme si, en donnant cet ordre, il allait les obtenir tout de suite. Parce que oui, ils augmentent le budget militaire aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent avoir les armes immédiatement. Il faut du temps pour les fabriquer. Certains estiment qu'il faudra peut-être une dizaine d'années, plus de 10 ans, aux États-Unis pour remplacer toutes les armes et les missiles utilisés pendant la guerre. 40 jours de guerre, au passage. Et selon leurs propres évaluations, le renseignement américain dit que l'Iran possède encore au moins 70% de son arsenal. Pour moi, c'est la fin pour Donald Trump. Ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin. Et franchement, je ne comprends pas ce qu'il fait, ni la façon dont il se comporte en ce moment avec le marché du pétrole. Aujourd'hui, ce commerce est complètement à l'arrêt. Il était censé rester un peu ouvert, parce qu'à un moment, il laissait passer environ 30 pétroliers par jour dans le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est fini. Plus rien ne passe maintenant. Est-ce que ça va aider Donald Trump? Non. Mais il semble bien qu'Israël ait l'avantage. Et leur avantage, c'est un vrai avantage. Yes, exactly. And that is the mysterious part Oui, that I find so very exactement. difficult to explain. Et c'est justement cette part de mystère que je trouve si difficile à expliquer. Si on part du principe qu'on vit dans des démocraties libérales, où, en théorie, les responsables politiques doivent respecter la volonté du peuple, de leurs électeurs, eh bien, si les électeurs disent plus d'aide à Israël, alors c'est plus d'aide à Israël. S'ils disent l'Amérique d'abord, alors c'est l'Amérique d'abord. Vous voyez, ils dépensent quoi? Entre 1 et 2 milliards par jour pour cette guerre. Rappelez-vous le pont de Baltimore, détruit en 2023, je crois. Il n'a jamais été reconstruit. Et maintenant, le plan, c'est qu'il pourrait l'être d'ici la fin de 2029, peut-être 2030. Un seul pont. Combien de ponts les Chinois ont-ils construits au cours des 2 dernières années? In the last 2 years? How many bridges have the Iranians built in the last few years? Combien de ponts les Iraniens ont-ils construits ces dernières années?
Si on regarde l'Azerbaïdjan, au cours des 5 dernières années, ils ont construit près de 150 ponts. Ils ont aussi bâti environ 4000 km d'autoroutes. Je ne sais pas combien de tunnels, mais des dizaines en tout cas. Bref, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut être un empire qui fait la guerre partout dans le monde? Ou est-ce qu'on veut construire une société prospère pour son propre peuple, pour ses citoyens? Et là, c'est très clair. Tout le système américain choisit la guerre et l'empire, au détriment de sa population. On ne peut donc pas expliquer ça par des structures de gouvernance légitimes, comme si on parlait d'une démocratie, parce qu'en réalité, c'est juste une façade. La façade, c'est ce vernis de démocratie libérale brillante, et tout le monde jure qu'il est tellement libre. Tellement libre. Les gens les plus libres de toute l'histoire de la galaxie, hein? Mais d'une façon ou d'une autre, ils ne peuvent pas réparer un pont. Ou alors ils veulent pas le réparer. Par contre, ils veulent bien envoyer des milliards, des dizaines de milliards de dollars en armes, en aide financière, à Israël, à l'Ukraine, à Taïwan, à n'importe qui est prêt à faire la guerre. 40 milliards pour Javier Milei. Pourquoi? On ne l'a jamais vraiment expliqué. Javier Milei avait besoin d'un plan de sauvetage de 40 milliards. Trump et Scott Bessent le lui ont simplement donné. Aucune explication au peuple américain. Et vous savez, peut-être qu'on aurait pu utiliser ces 40 milliards pour quelque chose ici chez nous. Non, c'est pour Javier Milei. Et donc, clairement, tout ça, c'est autre chose et il faut qu'on l'explique. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je finis toujours par revenir au même point, la City de Londres. Et là-bas, il y a une influence dominante, celle d'une dynastie bancaire, les Rothschild, qui contrôlent aussi aux États-Unis des choses comme JP Morgan et je ne sais pas quelles autres banques, probablement Goldman Sachs, et ainsi de suite. Voilà. Excusez-moi, quelqu'un essaie de m'appeler. Bref, je pense qu'on doit relier les points, faire des hypothèses et composer avec des choses extrêmement floues. Oh, mon Dieu. C'est ton téléphone? Non, pas du tout. C'est ma tante. Je lui avais dit de ne pas m'appeler parce que j'allais avoir une interview, mais elle a visiblement oublié. Je vais la punir aussi. Alex, je pense que ce qui est important quand on parle des États-Unis et de leur tentative de contrôler les universités américaines, c'est bien ça le point principal. C'est qu'ils essayent de mettre en place de nouvelles règles dans les universités où il devient interdit de critiquer Israël. On ne peut pas soutenir les Palestiniens. On peut tout faire, sauf ça. C'est une sorte de nouvelle dictature moderne qui est en train de se former dans les universités américaines. Et à mes yeux, c'est énorme, vu l'ampleur du phénomène et la manière dont ils essayent de faire pression sur de grandes universités, très connues, très influentes. Je ne sais pas quel sera l'impact, ni comment les Américains perçoivent tout ça. Mais vu de l'extérieur, d'après ce que j'ai pu observer jusqu'à présent, c'est une pression énorme et un changement profond qu'ils essaient d'imposer aux universités. Oui, mais vous savez, ayant grandi dans le monde communiste, je peux vous dire que ça ne marche pas. Quand j'étais adolescent, on était obligé de suivre des cours de marxisme. C'était l'idéologie officielle du pays. On vivait dans un pays socialiste. Le socialisme était censé être une période de transition après le capitalisme. D'abord, il y a cette phase de transition, le socialisme, puis on passe au communisme, censé être une utopie totale. Certains y croyaient, mais la plupart des gens n'y croyaient pas. Et puis essayer de forcer les gens à croire en quelque chose, une idéologie, une espèce de vache sacrée intouchable que personne n'a le droit de critiquer, que personne ne peut remettre en question. Ça ne marche pas. Les gens ne disent pas simplement « Oui, monsieur, je vais soutenir Israël, je vais haïr les Palestiniens,
Ils méritent tous de mourir. Israël a le droit de se défendre et de tuer tous les bébés en Cisjordanie, à Gaza, au Liban et partout où ils se sentent menacés. Et les Israéliens, évidemment, se sentent menacés dès que quelqu'un respire un peu trop près d'eux. Donc ils ne se sentent en sécurité que quand tout le monde autour est mort. Ems teruggekomen uit. Vous savez, ils créent la désolation et appellent ça la paix. C'est la seule forme de paix qu'ils peuvent reconnaître. Donc ils ne s'arrêteront jamais. Et puis, vous voyez, cette idée qu'on va forcer les gens à accepter ça, à aimer Israël et à détester tous ceux qui sont contre Israël en général, ça produit l'effet inverse. Si vous me forcez à croire au marxisme et à nier ce que je vois de mes propres yeux, eh bien je ne le ferai pas. Je vais plutôt me demander, pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit de poser des questions? Et je me souviens très bien, quand j'avais 16 ans, on étudiait le marxisme, et toute la classe débattait avec la prof. Elle disait, les choses sont comme ci, comme ça, et comme ça. Et les élèves répondaient, ben non, pas vraiment, parce qu'il me semble que c'est plutôt comme ci. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas appeler la police et dire « emmenez tous ces enfants en prison et arrêtez leurs parents », parce que dans ce cas, tout le monde finirait en prison. Alors, ils ont commencé à débattre avec nous. Et plus ils débattaient, plus on arrivait à la conclusion que les enfants avaient raison et que les professeurs avaient tort. Même les professeurs eux-mêmes l'ont reconnu. Quand on n'a plus d'arguments, on ne peut pas aller bien loin. Et ça va se retourner contre eux. Et vous savez, il y a quelques mois, Larry Ellison a racheté TikTok. Est-ce que ça a amélioré l'image d'Israël aux États-Unis? Je ne crois pas. Ça n'a strictement rien changé. Peut-être même que c'est encore pire maintenant. Donc voilà, c'est le signe de ce qui arrive, et ils ne peuvent plus faire marche arrière. C'est comme un tsunami. Vous pouvez ramer autant que vous voulez pour le repousser, mais il va vous submerger. Et ça, c'est sûr à 100%. Oui? Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci pour l'invitation, Nima. À la prochaine. Prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir.